Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Samuel Aubin. Je suis le directeur du Collège des transitions écologiques et sociétales. Et avant d'en dire davantage, je voulais vous dire à quel point j'étais vraiment très heureux, en fait, de vous rencontrer ce matin. Et je remercie beaucoup les organisateurs pour cette invitation dans ce réseau que je trouve particulièrement intéressant. Je le disais au président. Un réseau à l'échelle de la Vendée qui rassemble à la fois les élus, les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés. Ça me semble extrêmement pertinent et extrêmement intéressant par rapport à ce que nous devons faire ensemble. Euh, et puis très heureux de vous retrouver parce que le Collège des transitions écologiques et sociétales a une relation un peu particulière avec la Vendée. D'abord, nous avons des partenaires fondateurs, des partenaires de longue date qui sont en Vendée. Je prends l'exemple du CIDEV, par exemple, mais aussi un certain nombre de territoires qui sont partenaires de nos travaux, dont ton territoire, Guy, mais aussi ton territoire sur Pouzauges. Et puis le département de la Vendée est entré dernièrement aussi comme partenaire du programme. Le collège des transitions écologiques et sociétales, c'est quoi en deux mots? En fait, ça existe depuis 2015. C'est en région Pays de la Loire une sorte de plateforme de coopération entre une quarantaine d'acteurs, surtout publics, dans lequel vous trouvez l'État, la région, des départements, toute une série de territoires, mais aussi des agences de l'État comme l'ADEME, l'Agence de l'eau, mais aussi la Chambre régionale d'agriculture, toute une série de territoires, des opérateurs, des associations spécialisées, bref, tout un tas d'acteurs qui, au fond, ont à travailler ensemble, dans la mesure du possible, pour accompagner les territoires et essayer de les accompagner ensemble, c'est-à-dire d'éviter de descendre sur les territoires, vous voyez, avec chacun sa thématique, chacun son protocole, et de donner l'impression souvent d'en rajouter. Voilà, d'essayer d'avancer là-dessus. Et donc le collège a deux activités principales. Une activité en fait d'expérimentation concrète sur les territoires, sur les questions de transition, dont nous parlons ce matin. Et nous avons deux sujets de travaux. Nous avons la question des modes de vie, dont je vais vous parler. Comment concrètement on change nos modes de vie, c'est-à-dire ses habitudes individuelles et collectives, la façon de se déplacer, la façon de s'alimenter, la façon d'habiter. Enfin, ce sont des choses extrêmement concrètes, mais qui font les impacts sur les écosystèmes qui nous intéressent aujourd'hui particulièrement. Donc on mène depuis une dizaine d'années un travail concret. La vocation du collège, nous sommes plutôt des sociologues, est d'essayer d'opérationnaliser en fait l'apport des sciences sociales pour des actions concrètes sur le terrain. Ce qui, c'est le moins qu'on puisse dire, se fait peu. Hein. Les sociologues sont souvent critiqués, à raison, pour être souvent des commentateurs et assez peu des propositions, voilà, des proposants de solutions. Et souvent à expliquer pourquoi les acteurs ne s'en sortent pas. Bon, ben voilà, c'est bien, mais c'est un peu insuffisant. Donc ce que nous essayons de faire modestement, c'est d'essayer de récupérer des apports des sciences sociales qui existent et qui sont potentiellement très précieux, mais d'essayer de les opérationnaliser dans la vraie vie, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire sur un territoire concret que d'essayer de transformer des pratiques alimentaires sur un endroit particulier, de transformer des pratiques de mobilité, domicile-travail, de transformer des pratiques sur les déchets, enfin bref, c'est vrai au niveau des territoires, mais c'est aussi vrai au sein de nos organisations. Donc ça, c'est notre premier sujet. Et le deuxième sujet, qui est plus récent et qui fait aussi fortement écho à notre sujet de ce matin et à ce que Laurine, tu nous as présenté, c'est la question de la gestion en commun des ressources. Et on a pris deux sujets, le sujet de l'eau et le sujet de l'énergie. Vous comprenez bien pourquoi, c'est-à-dire évidemment dans le monde qui s'ouvre et avec l'impact notamment du réchauffement climatique, mais pas que. L'accès aux ressources est déjà une question extrêmement sensible. Si je prends la question de l'eau, la question du partage de l'eau, la question
de la façon dont nous allons pouvoir concilier des usages est déjà une question sensible. On a déjà parfois des véritables champs de bataille sur ce sujet-là, mais demain, ce sera un sujet encore plus sensible. Donc, avec l'ensemble des partenaires, il nous est apparu comme une responsabilité collective d'aller sur ce sujet qui n'est pas facile. Tout le monde nous disait « Oh là 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 là, êtes-vous sûr ?» Mais en fait, nous avons ensemble, évidemment, et c'est aussi tout l'enjeu de la réunion de ce matin, une responsabilité à nous projeter. S'il y a vraiment un enjeu majeur dans la période, au regard de ce que tu nous présentes, Laurine, c'est l'enjeu de nous projeter. Et c'est absolument nécessaire pour les décideurs. Dernier point sur cette petite introduction, ce que je trouve aussi très intéressant dans l'Assemblée de ce matin, et encore une fois dans votre réseau, et par rapport au département de la Vendée, c'est que le collectif vendéen, et je ne dirais pas forcément ça sur tous les départements, est une puissance agissante. C'est une force. Donc c'est très intéressant pour nous de nous adresser aux dirigeants vendéens, dirigeants d'entreprise, mais dirigeants publics, ensemble réunis, parce que même si, je vais en dire deux mots, voilà, faut qu'on soit plus raisonnable dans les objectifs qu'on se donne. Et qu'on se projette d'une façon plus réaliste, ce qui nous attend est un effort considérable et que tous ensemble, là, vous représentez une capacité d'action que vous avez démontrée dans l'histoire, hein, mais qui est tout à fait déterminante en fait dans la période qui vient. Alors, voilà, je vais essayer d'aller vite. Il y aura évidemment beaucoup de choses à dire sur... Moi, je vais aborder plutôt effectivement la question du comment faire, plutôt de la mise en œuvre, et plutôt de la dimension sociale de cette mise en œuvre. Donc, moi, la dimension technique, sur laquelle, au fond, on n'est pas mauvais, mais plutôt la dimension sociale, c'est-à-dire les conditions sociales, les dynamiques sociales, les conditions de société, qui nous permettent d'avancer ensemble sur ces sujets-là. Et là-dessus, d'entrée de jeu, j'aurais tendance à vous dire, voilà, je parle des dirigeants, donc il faut se parler d'une façon responsable et se dire les choses. Sans doute que ce que nous avons à faire, c'est à pouvoir faire la part des choses entre les changements qu'il va falloir assumer, qui ne vont pas tellement dépendre de nous, parce qu'ils sont déjà engagés. Et puis ce qui va nous revenir, ce qui va vous revenir, véritablement. Et ça me paraît en fait très, très important, vous voyez, de faire cette distinction-là, de telle sorte que les dirigeants que vous êtes puissent avoir en fait une vue la plus claire possible dans un monde qui est quand même bien incertain, mais la plus claire possible de ce qui nous attend pour pouvoir se projeter, et avoir une représentation, au fond, vraiment des marges de manœuvre. Qu'est-ce qui va vous revenir, je dirais, chacun et puis ensemble. Si je vous dis ça, c'est parce que, en écho avec ce qu'a dit Laurine sur les scénarios, alors bien sûr qu'on présente toujours le scénario qui nous permettrait de rester en deçà des 1,5, disons-nous les choses très clairement, cette porte-là se ferme. Les scientifiques mettront 20 ans pour le dire, et c'est normal, mais cette porte-là se ferme, ils le disent dans les couloirs. Et nous ne serons pas au rendez-vous de cet objectif très fort de décarbonisation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir aller jusqu'au bout. Mais en 2050, on ne sera pas au rendez-vous. Peut-être au mieux, on aura fait la moitié du chemin. Et c'est important de se le dire, parce que passer son temps, vous voyez, à formuler des objectifs dont on sait tous qu'on ne les atteindra pas, je ne sais pas si c'est très mobilisateur en fait. Les dirigeants, ils ont besoin de se donner des objectifs dont ils pensent raisonnablement qu'ils peuvent les atteindre. Il peut toujours après y avoir des surprises, hein, mais autant partir avec des choses qui semblent réalistes. Donc nous ne serons pas au zéro émission nette en 2050. Si on prend 1997, Kyoto, au fond, le premier moment où tous ensemble, on a pris en charge cette question et on s'est donné des objectifs, en fait, depuis,
et on est pratiquement à mi-chemin, là, vous voyez, entre Kyoto et puis 2050, eh bien en fait, on est à la moitié du chemin, et on est devenu encore plus, beaucoup plus dépendant des énergies fossiles qu'en 1997. Donc on mesure en fait l'effort colossal de la transformation qu'il va falloir que l'on conduise ensemble. Donc nous ne serons pas au rendez-vous. Deuxième chose qu'il faut se dire, et tu nous l'as dit en creux, Laurine, nous allons entrer dans un monde qui va être plus difficile, qui va être plus dangereux. Mais ça va être notre terrain de jeu, ça va être votre terrain de jeu. Et dernier point, c'est pas parce que nous ne sommes pas au rendez-vous de 2050, c'est pas parce que nous allons devoir affronter de grandes difficultés qu'il ne faudra pas aller au bout de ce chemin-là. C'est-à-dire, au fond, l'enjeu que vous avez, que nous avons ensemble, c'est d'arriver en 2050 en laissant ouvert le chemin pour la suite. C'est-à-dire concrètement, si on parle là simplement du climat, en ayant réduit le risque d'un emballement, c'est-à-dire d'une perte totale de contrôle qui mettrait en fait l'habitabilité de la Terre en question. Là, on voit bien que ça nous dépasserait totalement. Donc dans des conditions qui vont être difficiles, il va falloir, j'allais dire, ne pas caler. Il va falloir tenir le coup. Et je m'adresse aux dirigeants que vous êtes. Vous avez là, c'est pas pour vous en mettre un peu plus sur les épaules que ce que vous avez tous les jours, mais vous avez là, chacun dans vos organisations, sur vos territoires, une responsabilité tout à fait exceptionnelle. J'en suis désolé, mais c'est comme ça tombe sur vous. Et une responsabilité collective tout à fait exceptionnelle. Qu'est-ce que j'entends par laisser le chemin ouvert pour être concret? En fait, ce serait d'arriver en 2050 avec encore les conditions de possibilité de poursuivre cette transition écologique. Et notamment les conditions sociales et politiques de la poursuite de cette démarche. Il y a un sociologue, Zygmunt Bauman, qui a travaillé sur la société liquide, qui est mort il y a quelques années. Et à la fin de sa vie, il a dit quelque chose d'un peu brutal, mais qui me paraît très juste. L'humanité, au XXIe siècle, aura le choix entre les fosses communes ou la coopération généralisée. C'est un peu brutal, je le reconnais. En fait, ça me paraît aussi très juste. Pour pouvoir conduire cette transition, le levier majeur qu'il va falloir actionner, c'est celui de la coopération. Il va nous falloir faire un effort. Guy, tu l'évoquais à propos de gouvernance plus ouverte, je crois que tu as raison. Il va falloir nous faire un effort de coopération tout à fait exceptionnel entre tout azimut, c'est-à-dire entre acteurs de la société civile et acteurs publics, entre organisations, entre territoires, entre les uns et puis les autres, parce que les solutions qu'il va falloir porter sont des solutions collectives. Et les dynamiques sociales, donc je vais essayer de vous parler brièvement, les changements sociaux qu'il faut accompagner, sur lesquels nous avons peut-être un peu moins porté notre attention que sur les changements techniques et économiques, encore que l'économie, c'est évidemment éminemment du social. Évidemment, ça s'inscrit dans des dynamiques collectives. Donc c'est vrai que nos modes de régulation actuels, qui sont quand même beaucoup basés sur la compétition, qui sont beaucoup basés sur la concurrence, je ne veux pas dire qu'il faut sortir des logiques de marché, c'est ça. Mais nous sortons d'une période où les ressources étaient très disponibles. Et nous entrons dans une période où les ressources vont être rares, beaucoup moins disponibles. Et évidemment, nous ne pouvons pas avoir les mêmes modes de fonctionnement sociaux, la même façon d'être ensemble dans un contexte ou dans un autre. Alors, pour essayer d'entrer un peu plus concrètement dans ce sujet, c'est-à-dire dire que, effectivement, cette transition écologique, énergétique, dont on voit bien qu'elle est systémique, en fait, hein. Là, on parle de changement climatique, mais en fait, on ne peut pas parler du changement climatique si on ne parle pas des ressources, si on ne parle pas de la biodiversité. Bref, ce qui compose la situation dans laquelle nous devons piloter les uns les autres nos territoires, nos organisations, c'est éminemment systémique. Mais c'est d'abord une transformation sociale. C'est d'abord une transformation sociale.
Alors je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est la question du changement des pratiques, dont on a déjà parlé ce matin. Changement des pratiques, c'est-à-dire pratiques de mobilité, pratiques d'habitat, pratiques de consommation, etc. Ces pratiques-là, pour le sociologue que je suis, mais au fond pour tout le monde, sont en fait inscrites dans des systèmes socio-techniques. C'est du social et c'est de la technique. Et ce sont des systèmes complexes. Il ne suffit pas de dire à nos concitoyens, mais que vous comprenez le changement climatique, mais quand même, c'est important, changez vos pratiques, ça a été dit tout à l'heure. Si on parle par exemple des consommateurs de nos entreprises, ils peuvent vous dire oui, oui, très bien, et ils vont se comporter d'une façon différente. En fait, c'est très complexe de changer les pratiques, et ça suppose en fait d'actionner tout un tas de leviers en même temps différents. Et donc c'est une dynamique, encore une fois, sociale et technique. Et que par rapport à ça, il faut, je crois, les uns les autres, qu'on monte en compétence sur ces sujets. Ce sont des sujets qu'on ne connaît pas bien. On a rarement été formé à ces sujets-là. Au fond, quels sont les leviers sociaux du changement des pratiques? Il faut qu'on se forme à ça. Et il faut qu'on s'équipe les uns et les autres, aussi bien dans nos organisations que sur les territoires, à mieux comprendre en fait les mondes sociaux sur lesquels nous voulons agir. Au fond, quels sont les usages sur nos territoires? Est-ce que nous les connaissons? Au fond, quel est l'impact sur les usages des aménagements ou des produits? Est-ce que nous avons une vue, au fond, assez complète? Je ne crois pas. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel, dans le cadre de cette transition, il faut ensemble que nous montions en compétences et en capacité de développer des stratégies d'évolution des pratiques. Alors, c'est une des choses avec vous en Vendée sur les territoires sur lesquels nous travaillons, que nous essayons avec modestie. Ce sont des sujets sur lesquels nous devons être évidemment à la fois très ambitieux et en même temps très modestes. On ne sait pas bien faire. Ce sont des sujets complexes. Et changer nos habitudes à nous, les êtres humains, eh ben, ce n'est pas une petite affaire. Mais il faut le faire. Mais encore une fois, vous voyez, ça revient à la question de, pour qu'on ne se tire pas une balle dans le pied, il faut qu'on se dote de stratégies et de temporalité qui soient jouables. On ne change pas les modes de vie en 6 mois, quoi. J'allais dire qu'on ne les change même pas en 3 ans. Ça, c'est le premier exemple que je pourrais prendre. Je pourrais prendre un deuxième exemple à propos de ces enjeux sociaux des transformations que nous avons à conduire. C'est la question du contrat social, qui est éminemment une question aujourd'hui. Nos entreprises ont besoin, pour pouvoir développer leur action, de s'inscrire dans une société où nous avons des contrats sociaux établis, stables et qui tiennent. C'est peu dire qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté sur ce sujet-là. Cette extraordinaire transition, cette transformation colossale que nous n'avons jamais connue, suppose évidemment de réactualiser les contrats sociaux. C'est un travail d'ingénierie sociale colossal à toutes les échelles. Il faut que cette transition soit juste, autrement elle n'aura pas lieu. Juste dans tous les sens du terme, c'est des questions de revenus, mais c'est aussi, vous voyez, peut-être sortir de l'impression qu'on donne que c'est une proposition qui est plutôt portée par la voix des plus favorisés d'entre nous, plutôt par les urbains, et qui passe à côté de ce qui est véritablement vécu par l'ensemble de nos concitoyens. On peut parler du monde rural, mais aussi on peut parler d'un certain nombre de catégories, de groupes sociaux qui ont vraiment l'impression qu'en parlant de tout ça, on ne s'adresse pas à eux, voire en fait qu'on leur propose d'être un peu les dindons de la farce ou les perdants de cette transformation, et ils ne sont pas d'accord, sans blague. Donc si on veut mener cette transition, qu'il faut mener, il faut pouvoir construire aux différentes échelles, dans nos organisations, sur nos territoires, les contrats sociaux sans lesquels il n'y aura pas de transition. Le temps où l'acteur public avait un rapport de force qui lui permet d'imposer les transformations est révolu. Donc ça veut dire qu'il faut construire ces contrats sociaux. Troisième exemple, c'est évidemment un projet de société. Nous n'embarquerons pas nos concitoyens, et si on ne les embarque pas, il n'y aura pas de transition non plus. Il faut y aller tous ensemble, c'est une évidence. Et pour embarquer nos concitoyens, il faut pouvoir leur dire où on va.
Et franchement, vous voyez, vous, où on va? Enfin, je m'adresse, par exemple, je pense plutôt là à l'échelle nationale, voire à d'autres échelles, mais à l'échelle nationale, sans que ce soit un jugement de valeur ou une critique, les acteurs font ce qu'ils peuvent. Mais vraiment, ce qui nous manque, c'est une vision de l'avenir. Des mesures, des moins ceci, des moins cela. Vous devriez faire, mais comment ça? Mais c'est quoi le projet collectif tous ensemble, vers où on va? Et un projet, évidemment, qui soit suffisamment désirable. C'est vrai aux différentes échelles, j'y reviendrai. Donc, cette transition, on voit bien, est éminemment une transformation sociale. Ça suppose d'embarquer nos consommateurs, nos concitoyens, les uns et puis les autres. Et alors, avec un peu d'humour, je dirais, c'est une transformation sociale et c'est bien le problème. Parce que, pas facile. On ne sait pas bien faire. Piloter des projets techniques, franchement, on est plutôt bon. Enfin, moi, sociologue, pas tellement. Mais on a des capacités, on a une ingénierie française qui est quand même assez exceptionnelle. On a une ingénierie territoriale qui est assez exceptionnelle. Enfin, voilà, piloter des projets techniques, on sait quand même bien faire, techniques et économiques. Par contre, piloter ces transformations sociales, mais qui sont en fait au cœur de cette transition, franchement, on ne sait pas bien faire. Alors, peut-être essayer d'éclairer aussi brièvement l'ampleur de la transformation en fait dont il est question. Sans élargir de trop pour ne pas vous perdre. Mais quand même, il faut qu'on se donne des éléments. Là encore, je dis ça parce que je m'adresse à vous comme dirigeant, qui avez besoin d'avoir une vue globale et une vue large pour pouvoir vous projeter. En fait, la transition dans laquelle nous sommes pris les uns et les autres est une transformation sociale, mais j'irai plus loin. En fait, c'est une transformation de civilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous héritons, voilà, c'est comme ça, les uns les autres. Ça se joue sur un certain nombre de siècles, d'une vision du monde qu'il va falloir réinventer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous héritons d'une vision du monde qui est plutôt organisée autour d'une séparation assez nette entre nous et ce qu'on appelle la nature, qui est considérée en fait comme des ressources. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Nous héritons de ce rapport-là, de ces lunettes-là. C'est peu dire que c'est intériorisé dans nos façons de voir le monde, dans notre façon de le penser. Premier point. Deuxième point, nous héritons d'une vision de nous-mêmes dans ce monde comme étant surpuissants. On ne nous a jamais arrêtés. Nous avons conquis la planète, nous avons développé des capacités incroyables, notamment avec les fossiles. Et on n'a pas été tellement arrêtés. Dernier point, sans rentrer trop dans les détails, nous héritons aussi d'un monde social qui est, et ce n'est pas juste parce qu'en mai 68 on a laissé faire, qui est un monde d'émergence des individus. C'est une histoire de 800 ans. Cette montée en puissance d'une société des individus, cette lente et très puissante émergence des individus comme sujet, ça démarre au Moyen-Âge, la Révolution française, et aujourd'hui, où même la famille, les individus aujourd'hui, se débrouillent pour essayer de choisir, vous voyez, ce qui était quand même l'institution qui s'imposait à nous, comme, ben voilà, je vais faire famille de telle ou telle façon comme ça. Voilà. Et ce monde-là, là, dans la période, alors c'est pas, je ne pourrais pas le caler, vous voyez, à 6 mois ou à 1 an, etc., va rencontrer la limite. Va rencontrer, je pourrais dire, pour la première fois, la limite. La limite de la planète limitée, la limite des ressources,
et c'est un choc incroyable. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, c'est pas pour philosopher d'une façon trop large, mais c'est pour essayer, vous voyez, et je pense que c'est important qu'on prenne la mesure pour les individus que nous sommes, avec nos imaginaires du choc et comment dirais-je, de l'inattendu à laquelle nous sommes confrontés. Nous ne sommes absolument pas prêts en tant qu'espèce à affronter la limite. C'est pas notre truc. Or, c'est ça qui nous arrive. Hein. Je prends l'exemple, Laurine, tu parlais des feux tout à l'heure. Un méga-feu, on n'arrête pas un méga-feu. On ne va pas arrêter la montée du niveau de la mer. C'est-à-dire ce que certains d'entre nous, voilà, je pense aux pêcheurs, je pense aux gens qui habitent sur les îles, certains d'entre nous ont une connaissance des éléments, vivent avec les éléments. Ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Nous allons collectivement mesurer rapidement, en fait, que nous sommes confrontés à une force qui s'impose à nous. Donc ça, c'est un premier fond de tableau qui est le plus profond, celui qui apparaît le moins. Mais il faut l'avoir en tête, vous voyez, quand on s'étonne, mais comment ça se fait qu'on ne prenne pas la mesure voilà. Et l'autre élément qu'il faut prendre en compte là-dessus, c'est que en tant qu'espèce, nous sommes assez mal dotés pour pouvoir appréhender des problèmes ou des difficultés pour lesquelles nous n'avons pas de solution. Si on nous présente un problème très, très anxiogène et que nous n'avons pas comment dirais-je, la possibilité véritablement d'agir ou de réagir, en fait, on va se protéger psychiquement, et c'est tout à fait normal, par un phénomène de déni. Et probablement que par rapport au sujet dont nous parlons, la dynamique psychique aujourd'hui la plus active, à l'échelle large, c'est celle du déni. Et il faut bien le comprendre, parce qu'on ne lève pas le déni par des leçons de morale. Les cliniciens nous disent, le déni, c'est un mécanisme de défense psychique. Écoute, arrête de me parler de ça, parce que ça me fout en tel stress que ça m'empêche de vivre. Or, les cliniciens nous le disent, plus vous appuyez sur les défenses, plus vous renforcez les défenses. Ça veut dire qu'avec nos concitoyens, il va falloir travailler, vous voyez, mieux comprendre ces mécanismes-là psychiques de défense et travailler avec ça plutôt que se prendre le pied dans le tapis, en essayant d'imposer, de faire des leçons de morale, etc., ou de tenir des discours qui peuvent être vrais, mais qui sont contre-productifs. Vous voyez, faire peur, on peut faire peur avec des choses qui sont vraies, sauf que si vous faites peur, et c'est pas facile de ne pas faire peur, en fait, vous êtes relativement contre-productif. Dernier élément par rapport à ça, encore une fois, sur la question du contexte social, de la société avec laquelle que nous devons quelque part travailler pour pouvoir conduire concrètement les projets de transition dont je parle. Je ne suis pas en train de noyer le poisson, là. Je parle des conditions de possibilité pour agir dans nos organisations sur nos territoires. Je parlais tout à l'heure de la question des inégalités. Nous sommes dans un moment, j'enfonce une porte ouverte, qui est politiquement et socialement très compliqué. Et c'est peu dire que ça ne nous aide pas à avancer sur cette question. La question des transitions devient sujet de clivage. La société se polarise et la question des transitions devient sujet de clivage et devient sujet d'instrumentalisation politique. C'est normal, ça marche, c'est payant politiquement aujourd'hui d'aller sur ces sujets-là. Et ça provoque chez nos concitoyens un phénomène qu'il faut aussi que nous comprenions bien, sur lequel c'est pareil, on n'est pas bien formé à comprendre ces phénomènes-là, qui est le phénomène du ressentiment. De quoi je parle ? Je vous invite à lire un ouvrage qui est particulièrement éclairant de ce point de vue-là, de Cynthia Fleury, qui est à la fois politiste et clinicienne, donc qui fait vraiment le lien entre la question démocratique de l'état de droit et puis le fonctionnement psychique des individus que nous sommes. Et elle écrit un livre qui s'appelle « Sigil amer », dans lequel elle nous explique, je trouve d'une façon très pédagogique, ce phénomène du ressentiment.
Et ce phénomène du ressentiment qu'il nous faut comprendre, nous, là, si on veut piloter nos collectifs, hein, parce que c'est à ça que nous avons affaire aujourd'hui. Et si on ne le comprend pas, si on n'arrive pas à travailler là-dessus, c'est pareil, la transition va s'arrêter. En fait, c'est quoi? C'est un sentiment, vous voyez, d'un certain nombre de nos concitoyens, d'être au fond victime. Au départ, voilà, pour des raisons diverses, qui peuvent être personnelles, familiales, mais aussi sociales, mon patron, mon père, etc., etc. Enfin, voilà, je me sens victime, et pour une part, pour des raisons qui peuvent être tout à fait justifiées, hein. Voilà. Et le problème, c'est que ce sentiment d'avoir été victime, vous voyez, ne trouvant pas de réponse, ne trouvant pas d'interlocuteur, va creuser son lit. Chez les individus, mais aussi collectivement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, se développe une sorte de colère qui n'a plus d'adresse et qui n'a même plus d'objet. Et nous explique Cynthia Fleury, en fait, pendant tout un temps, l'entendement, la capacité de raisonnement des individus peut permettre de relativiser. Bon, je suis en colère, je ne suis pas content, mais enfin, bon, mon voisin, voilà, il est dans une situation plus difficile que moi, ou alors, bon, certains en ont vécu d'autres, etc. Et à un moment donné, vous voyez, et ça parle aussi d'une situation sociale plus large, en fait, l'entendement est embarqué. Et ça va venir donner le carburant, donner la légitimité sociale au régime autoritaire. C'est ce qui permet de comprendre, vous voyez, que certains, on parle beaucoup des Américains aujourd'hui, peuvent tenir des propos en se disant mais c'est délirant. En fait, c'est simplement que là, ce sont les affects qui parlent. Ce n'est plus tellement la raison qui parle, ce sont les affects qui parlent. Et là, les démocrates sont assez, en fait, en difficulté, parce que le démocrate, il essaie, comment dirais-je, d'aller argument par argument, de raisonner pour trouver ensemble un raisonnement commun qui nous permettrait d'agir. Mais à partir du moment où, en fait, la logique affective et émotionnelle prend le pas, en fait, ça devient extrêmement difficile d'agir sur ces raisonnements. Et donc là, en fait, le risque que je vous décris là, qui est un risque très sérieux, qui est en fait le risque que le chemin se ferme. Il n'est pas tellement technique, même si on a besoin encore de progrès techniques. On parlait tout à l'heure de la question du stockage de l'énergie, par exemple. C'est un sujet majeur. Voilà. Mais j'aurais tendance à dire que là-dessus, je suis plutôt confiant. Ce n'est pas le risque principal que nous ayons. Le risque principal que nous ayons, c'est que nous perdons les conditions sociales de la conduite de la transition. Et pour moi, ce serait une sorte de conjonction entre la peur, qu'on peut bien comprendre, ce que tu nous décrivais, Laurine, franchement, il y a de quoi avoir peur, même si on le décrit encore d'une façon assez soft. Mais la conjonction de la peur, du déni et du ressentiment, ça peut fermer le chemin, avec une sorte, vous voyez, d'alliance entre un certain nombre d'acteurs qui ne veulent pas lâcher les bénéfices des fossiles. Ça rapporte beaucoup d'argent, les fossiles. Je parle des fossiles, mais je pourrais parler. Voilà. Donc il y a des acteurs aujourd'hui en position dominante, ils ne sont pas si nombreux, mais ils gagnent des fortunes. Ils n'ont pas l'intention de lâcher. Ils n'ont pas l'intention de la faire, la transition. Et pour ça, ils ont besoin de régimes autoritaires. Donc, vous voyez la conjonction, en fait, entre des positions de pouvoir et de richesse qui veulent, et quelque part, j'allais dire, d'un point de vue de sociologue, on peut comprendre, qui veut lâcher, et une certaine condition sociale, ça pourrait nous fermer le chemin. Alors, est-ce qu'il y a un chemin quand même? Alors, je crois que oui, il y a un chemin. Je crois qu'il y a un chemin. Alors, ce chemin, combien de temps D'accord. Merci, Christophe. Ah, il faut tenir les horaires. C'est la première des politesses par rapport à l'auditoire. Ce chemin, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, qui est un chemin très concret. Là, je vous parle en sociologue, je vous parle de dynamique sociale, je vous parle de sujets larges. On pourrait se dire,
oh là là, c'est loin des projets concrets que nous devons conduire. Moi, je vous en parle parce que c'est les conditions de possibilité des projets que vous avez à conduire. Et je sais que vous le savez. Alors, ce serait quoi le chemin? Et je pense, encore une fois, à vous et à la Vendée. Eh bien, en fait, ce serait un chemin où on comprendrait davantage les dynamiques sociales qu'il va vous falloir et nous falloir piloter. Je prends l'exemple de la consommation, qui est évidemment une de notre grande affaire. Hein. On essaie de réduire la consommation de nos concitoyens, tout en ayant un modèle de développement économique qui est basé sur la consommation. J'en profite pour dire là, et encore une fois en m'adressant à vous les dirigeants, que vous êtes mis, voilà, quand on commence à se dire les choses en vérité, dans une situation qui est redoutable, c'est-à-dire au cœur de contradictions, pour un certain nombre d'entre elles indépassables. Une fois que j'ai verdi autant que je pouvais mon modèle, à certains moments, j'arrive sur le dur. Hein. Parce que mon modèle économique, il est inscrit dans un modèle de développement économique plus large. Et je fais quoi? Je ferme ma boîte parce qu'il faut que je sois plus vert. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, les dirigeants, et c'est vrai pour les dirigeants économiques, mais c'est vrai pour les dirigeants politiques, il va falloir tenir dans ce contexte-là. Mais ce n'est pas un contexte où on trouve toutes les solutions à tous les problèmes. Ce n'est pas vrai. En fait, il va falloir tenir, alors même qu'il va falloir tenir au milieu des contradictions, pour un certain nombre d'entre elles indépassables, et trouver quand même des voies. Et donc ça suppose, vous voyez, voilà, j'en profite pour le dire, et c'est encore une fois, je pense au grand intérêt de cercles comme le vôtre, de s'épauler, d'échanger ensemble. Tu fais quoi? Comment tu t'en sors? Comment tu vis, toi, les choses? C'est essentiel, parce que c'est dur. C'est dur, et ça va être plus difficile encore. Et il va falloir, comme je disais, ne pas caler. Donc il faut sortir, à mon avis, pour travailler ensemble en vérité et être actif, il faut sortir des discours un peu convenus, mais oui, ça va aller, on va trouver les solutions, etc. Oui, mais dans le temps, et ça va nous prendre du temps. Et ça veut dire qu'il va falloir supporter une période où on va être au milieu d'une situation où on ne va pas les avoir, les solutions. Et pour autant, il ne faut pas lâcher la barre. Alors, sur cette dynamique-là sociale dont il faudrait mieux comprendre, j'aurais envie de dire deux choses. D'abord, nous sommes, nous les êtres humains, des êtres de désir. C'est une évidence. Nous sommes des êtres éminemment rationnels, surtout voilà, aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui nous fait bouger, c'est beaucoup plus nos tripes et notre cœur que notre tête. Je pense qu'on peut en faire l'expérience, chacun, dans nos vies, dans nos milieux familiaux et dans nos organisations. Si vous voulez faire bouger votre collectif, ce n'est pas avec des raisonnements, il faut des raisonnements évidemment, on ne va pas sombrer collectivement dans la folie, mais il faut pouvoir aller chercher les êtres humains que nous sommes au niveau du désir. Et donc vous voyez là l'effort qu'il va falloir faire pour parler de ça, je repense à ce que tu nous expliquais, Laurine, en allant chercher le désir. Et si on ne va pas chercher le désir, on n'ira pas chercher nos concitoyens. Je vous parlais de la consommation. Je vous disais, c'est notre grande affaire. Ben oui, même si effectivement c'est contradictoire avec notre modèle, on sait bien qu'il va falloir baisser les consommations. Parce qu'on n'a pas les ressources qui permettent de soutenir le niveau de consommation que nous avons. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans nos actes de consommation se joue éminemment de la relation sociale, de la relation humaine et de la construction d'identité. Pourquoi achetons-nous les voitures que nous achetons? Franchement, avons-nous besoin des SUV que nous achetons? Je ne suis pas sûr. Oui. Pourquoi achetons-nous tel ou tel vêtement? Pourquoi avons-nous besoin de telle ou telle surface de jardin, de maison, etc. Pour des bonnes raisons, c'est sûr.
On a besoin d'être en sécurité, on a besoin, voilà. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que par le truchement de la consommation, nous entrons en relation les uns avec les autres. Derrière, c'est une histoire de relation. C'est ce que les sociologues appellent la socialisation. Hein. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, et c'est largement documenté, ce qui nous rend heureux, nous les êtres humains, c'est la qualité des relations. La qualité des relations au monde, la qualité des relations aux autres. Si on prenait là 3 minutes ensemble pour se dire chacun, au fond, dans ma vie, quels ont été les moments fondateurs? Quels ont été les moments les plus forts? Et qu'on s'écoutait les uns les autres, malheureusement, je ne vais pas vous laisser ce temps-là, c'est dommage. Eh bien, les uns et les autres, vous parleriez de relations. Évidemment, dans des contextes complètement différents, mais vous parleriez tous de relations. Je vous parle de ça parce que pour notre affaire, c'est fondamental. Si, à l'heure d'aujourd'hui, nos actes de consommation sont des actes dans lesquels nous allons chercher de la relation, par un truchement qui n'est pas forcément le plus intéressant, nous allons chercher de la construction d'identité, et donc nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas renoncer à ça. Donc ça ne sert à rien de faire la morale à nos concitoyens pour dire de réduire la consommation. On sait bien, nous, en tant que sociologues, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Quand on réduit la consommation à un endroit, hop, elle monte à un autre. Donc il va falloir proposer autre chose que du moins aux êtres humains que nous sommes. Il va falloir faire avec ce que nous sommes. Hein. Nous, voilà, en fait, les êtres humains, pour lâcher une barre, il faut qu'ils en attrapent une autre avant. Hein. Et psychiquement, c'est vrai. Autrement, je reviens à ce dont je vous parlais, vous déclenchez les peurs et les ressentiments, et c'est redoutable. C'est redoutable. Hein. Ça balaye une société. Donc, il va falloir, dans la façon dont on conduit nos projets, être plus stratège sur ces questions sociales. Et donc, il me semble qu'il y a là une voie de passage qui peut être, je pense, concrète, et qui va venir interroger en fait les projets et les visions que les dirigeants que vous êtes vont avoir à porter aux différentes échelles, dans vos organisations, sur vos territoires. Un projet qui pourrait être une alternative crédible, solide, à moins de consommation. Si on continue avec autant de consommation, le découplage total qu'on nous vend, on ne l'a jamais fait. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Mais ce n'est pas vrai qu'avec le même niveau de consommation, on pourra continuer ce développement avec le niveau de ressources que nous allons avoir. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas en train de prôner la décroissance. Hein. Je suis simplement en train de vous dire qu'il faut qu'on trouve des stratégies de modification de consommation qui soient pertinentes au regard des ressources. Et pour ça, il va falloir piloter du social et du psychique. Et on n'a pas été habitué à ça. Et donc, une alternative qui me semblerait, évidemment, on est un peu à l'amont, mais qui me semblerait crédible, ce serait de mettre au cœur de nos projets, de vos projets, la question de la qualité des relations. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire la qualité de la relation, non pas comme la cerise sur le gâteau, des fois c'est là, des fois c'est pas là, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ou, oui, c'est vrai, c'est un moyen intéressant. Non, la qualité de la relation comme un objectif central de notre projet. Parce que ce serait, vous voyez, une condition pour nous, pour construire un projet de société dont on a besoin et qu'on n'a pas. Et des projets collectifs aux différentes échelles qui permettent de soutenir la transformation et qui permettent de soutenir les efforts qu'on va demander à nos concitoyens. Mais encore une fois, vous voyez, il faut qu'ils en aient envie. Et ce que nous savons, même si parfois les uns et les autres, on peut se tromper par rapport à ça, c'est que ça, au fond, au cœur de nous-mêmes, oui, nous en avons envie.
Quand on interroge, pas seulement nos concitoyens, mais d'une façon large, les habitants de cette planète sur qu'est-ce qui fait bonheur, on a des études très documentées là-dessus sur des longues périodes. En fait, on a toujours 3 réponses. Les gens nous parlent de la santé, ils nous parlent de la cohésion sociale, ce dont je vous parle, et de la réduction des inégalités. Ça veut dire que dans la façon, nous les politiques ou les dirigeants des organisations, dont nous formulons le projet de transition qu'il faut porter, il va falloir qu'on soit capable de faire un lien beaucoup plus explicite entre ces attendus fondamentaux de nos concitoyens et la transition. C'est peu dire qu'on s'y est pas très bien pris. Mais si on ne sait pas, j'allais dire le vendre, d'une façon, enfin tous les dirigeants d'entreprise savent ça, ils savent parler à leurs clients, mais il va falloir s'adresser à nos concitoyens, vous voyez, et leur vendre, j'allais dire, le produit, sans que ce soit évidemment une façon légère de prendre les choses, mais qui soit crédible. Samuel, je te prie de m'excuser, mais il va falloir que tu conclues en Voilà. 2 minutes et puis éventuellement qu'on prenne 1 ou 2 questions. S'il te plaît, merci. Non, mais très bien, je vais m'arrêter là. Je terminerai en m'adressant à vous, acteurs de la Vendée. Comme je vous disais, et je ne le dirai pas, je crois, sur tous les départements, sur tous les territoires, il y a en Vendée une dynamique sociale tout à fait particulière. Il y a une fierté vendéenne, dont les non-vendéens se moquent beaucoup, parce que quand vous entendez un Vendéen, à chaque phrase, il vous explique que la Vendée, c'est quand même la Vendée extraordinaire. C'est à la fois amusant, mais c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, il y a une identité collective, il y a un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est une force sociale tout à fait exceptionnelle. Il y a une capacité de coopération entre vous, qui est aussi, dans la période, une force tout à fait exceptionnelle. Ça veut dire que probablement que chez vous, vous avez une possibilité, vous avez une capacité à porter un projet dans lequel vos concitoyens peuvent se reconnaître. Vous voyez, un projet en Loire-Atlantique, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'entre Nantes, Châteaubriand, vous voyez, je veux dire. Moi, je vous dis ça, je ne suis pas forcément un grand connaisseur de la Vendée, mais y travaillant un peu, en fait, j'observe et je vois que quand un projet devient vendéen, les Vendéens sont derrière. Ça veut dire que sur ces sujets-là, probablement que vous pouvez être des expérimentateurs de la construction de projets de société dans lequel probablement des dynamiques peuvent se prendre et qui pourraient ouvrir le chemin, voilà, sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je débatte, donc là, on a 5 minutes pour éventuellement des questions, des remarques. Merci d'initier. Non, mais par expérience, je sais que la première question ne vient jamais, mais après, il y en a d'autres. Il y a 2 points que vous n'avez pas eu le temps de bien relever, peut-être, ou développer. Le premier, c'est les conséquences de l'immigration dans faire société. Et puis le deuxième, c'est comment réconcilier les mondes par la création de liens et la création de relations. Je pense qu'on est souvent dans le monde que je qualifie du dogme ou de l'image, et finalement chacun fait son discours mais n'entend pas vraiment l'autre. Et donc on n'a pas dans notre pays vraiment la culture du débat au sens noble de l'on s'écoute pour faire émerger peut-être des idées que je n'avais pas mais qui seront communes demain. Voilà, c'est les 2 remarques que je voulais faire. Elles ont toutes les 2 pour moi autant d'importance que l'une que l'autre. Mais ça sera l'objet d'une autre conférence peut-être. Mais merci pour l'intervention, c'était très intéressant. Merci à vous pour cette question. Je peux juste dire un mot sur ces questions qui sont fondamentales. Sur la question du dialogue, mais ô combien vous avez raison.
On travaille en ce moment avec le collège sur le Maine-et-Loire sur la question du dialogue entre les acteurs, sur la question du partage de l'eau. En fait, les scènes d'échange entre les acteurs mobilisent un registre qui est très important, hein, qui est le registre de la confrontation des intérêts. On négocie entre acteurs sur des intérêts. Et puis évidemment, à certains moments, ça bloque. Mais il y a toute une épaisseur du dialogue entre nous qui nous passe totalement inaperçue, qui est tout ce qui se joue, par exemple, du côté des représentations, vous voyez. Tel ou tel acteur, ils ont un rapport à l'eau, un rapport au territoire, un rapport aux enjeux qui leur est propre. Et tout ça passe à côté, et c'est ce qui fait que souvent, les discussions s'arrêtent avant même d'avoir démarré. Parce que quand un agriculteur, par exemple, sur ces sujets, va prendre la parole, immédiatement, on va le renvoyer « Ah ben voilà, tu défends tes intérêts, tu ne veux pas ceci, etc. » Or, il est en train de dire des choses de sa trajectoire, de lui-même, de son rapport à la nature, de son rapport à la ressource. Et il a besoin d'être entendu là, et pas seulement sur le registre des intérêts. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour les autres. On a là des progrès considérables à faire pour pouvoir effectivement mieux s'entendre, mieux se comprendre, et notamment sur la question des identités dont je vous parlais. Donc je suis aussi complètement d'accord sur la première question, mais je crois que Christophe ne va pas me laisser faire. Bien, on peut prendre encore 2 minutes, un maximum. Voilà. Vous n'avez pas répondu sur l'immigration, puisqu'il y a quand même, avec le changement climatique, il y aura forcément des déplacements de population. Mais oui, ça me permet de dire que souvent, on raisonne sur ces sujets en silo, y compris d'un point de vue thématique et géographique. Par exemple, quand l'État français, aujourd'hui, pour des bonnes raisons, avance sur un plan d'adaptation au changement climatique à plus 4 degrés, et nous explique, ben voilà, dans le nord de la France, ça va donner ça, les chaleurs, les pluies, etc. Mais une France à plus de 4 degrés, c'est un monde à combien ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ce qui va faire la réalité sociale, les situations dans lesquelles on va devoir piloter, et j'espère qu'on ne sera pas à plus 4 degrés à un moment donné, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment s'adapter. Mais évidemment, c'est une imbrication. Et bien entendu que ce qui va venir nous impacter, et c'est déjà le cas, hein, parce que, comment dirais-je, ce qui paraît un peu fou dans les comportements de Donald Trump aujourd'hui, ce n'est pas autre chose qu'une traduction géopolitique d'une analyse de ce dont on est en train de parler ce matin. Le monde est fini, les ressources vont être totalement stratégiques, on est dans un monde de rapport de force, on se positionne. Donc il y a un monde qu'on a connu qui est en train de partir. Et effectivement, et c'est ça qui est très complexe, c'est que pour essayer de se donner une représentation un peu, comment dirais-je, crédible du monde dans lequel il va falloir travailler dans les 10 ou 20 ans qui viennent, en fait, il faut pouvoir élargir la vision et essayer d'interpénétrer des données thématiques locales à quelque chose qui va être plus systémique et à quelque chose qui va être plus large. Et c'est vrai que quand on parlait aujourd'hui des difficultés démocratiques que nous avons, eh ben, dans le monde qui vient, ça va être chaud, quoi. Ouais, ça va être chaud. Mais d'où l'importance d'agir sur les territoires. C'est-à-dire de montrer que c'est possible, de montrer qu'on peut porter une transition, que ce n'est pas seulement une affaire de bobos, ce n'est pas seulement une affaire d'élite, et qu'on peut faire ça avec tout le monde. Merci Samuel. Pour aller plus loin, juste, moi je rappelle, on en a parlé hier soir, vous êtes une équipe de 7 ou 8 personnes au Collège des Transitions. Oui. Vous pouvez être là pour organiser, animer, débuter des débats. Donc voilà, tous les cercles qui sont là, n'hésitez pas à revenir vers Samuel et à discuter sur ce qui peut être fait ensemble, en coopération. Un grand merci en tous les cas, Samuel. Un grand merci à vous. Merci beaucoup à vous.